Bonjour. Bonjour. Lundi, un certain nombre d'entre vous, notamment habitants ce qu'on appelle l'Occitanie, ont été très surpris vers 22h le soir, alors que la nuit commençait à apparaître, par un grand bruit, m'ont dit des témoins, comme un coup de tonnerre, suivi d'une traînée de feu dans le ciel, et puis est apparue une espèce de circonvolutions très étonnantes qui ont duré et qui sont restées très longtemps dans le ciel. Et vous voyez bien, quand on plante, on ne pense pas à un phénomène météorologique, parce que, et voilà les nuages, et voilà où les choses se sont passées. La clé de l'énigme a été donnée, comme le font très bien les militaires, par un communiqué très beau, très propre, bien carré, laconique, annonçant que c'est le mardi matin que le lundi, ils avaient procédé à l'essai d'un nouveau type de missile, un missile hypersonique, ou plutôt un planeur, on va y revenir, hypersonique, évoluant à haute altitude. Point barre, fermer le banc. Donc, pour nous, ça nous interpelle, parce que, ici même, nous avions consacré une chronique sur ces nouveaux engins, les missiles hypersoniques, c'est-à-dire des engins qui vont plus vite que les avions, moins vite que les fusées traditionnelles, évoluant dans les hautes couches de l'atmosphère, mais capables, par leur vitesse et par leur mobilité, de déjouer à la fois les systèmes antimissiles, style Patriot, et les radars de poursuite. Et donc, aujourd'hui, un pas est franchi, avec non plus des missiles hypersoniques, dont on a parlé notamment dans la guerre de l'Ukraine, mais avec des planeurs hypersoniques. C'est l'objet de cette critique. Et donc, il y a 2 ans, nous l'avons consacré. C'est notre séquence rétro. Après l'aviation, évidemment, qui a dominé dans la guerre de 14 puis dans la guerre de 40, est apparu le missile, c'est-à-dire un engin pouvant voler très vite, à très haute altitude et sur de très longues distances. Le plus bel exemple étant l'avènement en 1955 de la première fusée intercontinentale soviétique, la fameuse Zemyorka, capable de transporter une bombe nucléaire, une bombe atomique de 7 tonnes, depuis la Sibérie jusque sur la tête des Américains. Et face à cette menace, eh bien, il fallait développer une parade, et cette parade, ça a été le développement de missiles anti-missiles, dont les fameux Patriot. Juste une petite remarque. Ça a été assez facile dans la mesure où on avait doté de moyens de calcul extrêmement puissants avec les progrès de l'informatique, mais surtout parce que la trajectoire de ces missiles, somme toute, est assez simple. C'est-à-dire qu'ils décollent, ils montent à très haute altitude et replongent à Mach 10 fois la vitesse du son, sur leur cible. Et de fait, comme leur trajectoire est simple, elle peut être prévue, et de fait, on peut lancer des missiles anti-missiles. Donc, l'idée, la parade, c'est de développer une nouvelle race d'engins. Des engins qui volent à Mach 8, Mach 10, 8 à 10 fois la vitesse du son, et surtout qui soient évolutifs, qui peuvent faire évoluer leur trajectoire. Autrement dit, qui soient pilotables, soit manuellement, soit en automatique. Et pour cela, il fallait un nouveau moteur. Les turboréacteurs avaient leurs limites, et leurs limites c'était à peu près, vous avez vu, c'est très compliqué, il y a eu Concorde, Mach 2.2, il y a eu le SR-71 américain, qui est un record Mach 3, mais on ne peut pas aller au-delà. Et de fait, au-delà du moteur fusée, il fallait une nouvelle race d'engins, et ça a été l'utilisation d'une invention française, tenez-vous bien, d'une invention française, d'un Français qu'on a oublié, René Lorin, qui s'appelle le statoréacteur. Petite explication. Un statoréacteur, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Aucune pièce mobile, à telle enseigne qu'on les avait affublés du sobriquet de tuyaux de poêle volants. Regardez bien, une très grosse entrée d'air à l'avant pour se gaver d'air. Le système est amorcé à partir de 500 km/h, donc il faut au départ un largage ou une fusée pour l'amener à cette vitesse-là. L'air rengouffre à l'intérieur et va se trouver comprimé par un rétrécissement. On appelle ça un venturi. À cette hauteur-là, on va injecter le carburant, généralement du kérosène, mais c'est surtout maintenant de l'hydrogène. Combustion, élévation de la température, augmentation de la pression, détente dans la tuyère à l'arrière, qui provoque la réaction, mais détente de gaz à vitesse hypersonique. C'est ça, un statoréacteur. C'est extrêmement simple, c'est un peu glouton en énergie, mais c'est terriblement efficace. Les Français qui ont été les premiers à l'utiliser avec des prototypes, vous vous souvenez de René Leduc,
le fameux Griffon. Mais malheureusement, ni l'armée, ni les politiques n'y ont cru. Pas de découpe budgétaire et les stato-réacteurs ont été abandonnés. Les Américains, eux, ont repris l'idée dans les années 50-70 en développant des prototypes. Mais malheureusement, encore une fois, ni les militaires qui ne juraient que par les missiles et que par les fameux bombardiers B-52 n'y ont cru. Par contre, les soviétiques et maintenant les Russes ont beaucoup investi dans ce domaine, ainsi que les Chinois, pour aujourd'hui être présents sur le marché avec des engins opérationnels. Côté russe, donc, c'est le missile intercontinental Sarmat et le missile sol-sol Iskander, portée 3 à 500 km, vitesse de 6 à 8 fois la vitesse du son, et surtout, c'est le cauchemar des radaristes de l'OTAN qui le redoutent, car il est quasiment indétectable, ou quand on l'a détecté, malheureusement, il est trop tard. Et sur cette base, les Russes ont développé non plus un missile hypersonique, mais ils ont repris l'idée d'un missile de croisière. Vous savez, le missile de croisière, il est mu généralement par un petit turboréacteur et il a des petits moyons d'ailes qui lui assurent à la fois une portance et une mobilité. Et les Russes ont développé donc Zircon, qui vole au ras de l'eau, à 7 à 8 fois la vitesse du son, également, bien sûr, indétectable. Ou quand on l'a détecté, il est trop tard. Et ce missile Zircon est la terreur de l'US Navy, qui redoute que ce type de missile soit utilisé contre leurs villes flottantes que sont les porte-avions. Les choses ne vont pas, vous l'imaginez, en rester là. Vous avez bien compris que ces missiles hypersoniques remettent en quelque sorte à plat toute la stratégie militaire. Et la France, me direz-vous, l'Europe, mais surtout la France dans ce domaine. Il faut bien reconnaître que, disons, nos politiques et nos militaires n'ont pas beaucoup cru aux missiles hypersoniques. Mais vous avez vu, l'actualité actuellement met le projecteur là-dessus. Et donc on avait des programmes qui avaient été lancés, et il y a plusieurs. Alors le premier, c'est d'abord au côté missile hypersonique. Et là, on a un programme. Le premier, c'était de remplacer un missile de croisière très performant anti-navire, vous savez, qui surfe à 30 mètres au-dessus de l'eau et puis qui est quasiment indétectable, le fameux Exocet. Et c'est donc le projet F-MAN. C'est joli ça d'ailleurs, F-MAN. Également, il faut remplacer les missiles pour notre force de frappe, c'est-à-dire capable de transporter des charges thermonucléaires. C'est le programme ASN 4G. Et là, c'est un engin hypersonique, puisqu'il va évoluer à Mach 8. Et puis, il y a le planeur hypersonique. Et je tiens à vous rappeler que par rapport au missile classique, le planeur, c'est un planeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de moteur. Et vous allez voir, vous comprenez tout de suite les avantages. On le place au sommet d'une fusée, qui l'envoie à 100 km d'altitude, ne peut pas le satelliser parce qu'il ne va pas assez vite, il va à 6 ou 8 000 km par heure. Et donc cet engin qui a la forme, si vous voulez, d'une aile volante en quelque sorte, avec des moyons d'ailes et un ventre qui va permettre de se porter, il va surfer sur les hautes couches de l'atmosphère, sans bruit, sans moteur, sans dégagement de chaleur, donc indétectable en infrarouge, revêtu d'un revêtement contre les ondes des radars, c'est-à-dire qu'il est furtif, donc indétectable, et capable de slalomer entre les lobes des radars. C'est-à-dire, autrement dit, ça veut dire que quand il va arriver à 3-4 000 km par heure sur sa cible, même si on l'a détecté, il est beaucoup trop tard. Tel est donc le programme VMAX qui est lancé et qui doit aboutir vers 2030 à un planeur hypersonique français. Ouf. Bon, bravo, il était temps. Alors reste la grande question qui agite les milieux des militaires, c'est de se demander, faut-il mettre tant d'argent dans ces programmes de recherche très complexes, très pointus, des engins difficiles à mettre en œuvre, des engins très chers, et donc qui, finalement, sur le plan stratégique, parce que c'est ça qui compte pour les militaires, sont plutôt psychologiques que réellement efficaces. Souvenons-nous des V2 allemandes, qui étaient des engins terribles, qui montaient à 80 km et puis retombaient 300 km plus loin sur la cible. Ils avaient une charge tout de même dans la tête d'une tonne. On démolissait quelques immeubles, on tuait malheureusement des gens, notamment sur Londres, mais n'ont pas changé le cours de la guerre. Et la réponse, c'est
ce qu'on dit toujours, le vieil adage, les deux, mon général.